chers téléspectateurs de Wafrica TV, bienvenue dans cet entretien avec le Dr Claude Bekombo, que nous avons bien voulu intituler le Cameroun, Qatar 2022. On n'a pas fait l'évaluation et les perspectives. Déjà parce que nous considérons que l'évaluation permet toujours de s'arrêter un moment, de repenser, de réfléchir sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, sur ce qu'on peut reconduire, sur ce qu'on peut souscrire, sur ce qu'on doit arrêter pour permettre d'évoluer toujours plus différemment. Bonjour Dr Claude Bekombo. Bonjour. Merci infiniment d'accepter l'invitation de Wafrica TV. Je vous en prie. Nous allons dans cet échange essayer d'évaluer la participation de l'équipe nationale du Cameroun à la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et nous voudrons bien commencer par la préparation de l'équipe. On a vu les équipes face auxquelles le Cameroun a joué. On a peut-être à défaut reproché à cette équipe d'avoir choisi des pays qui n'étaient pas de haute facture pour se préparer à la Coupe du Monde. On n'a pas vu, depuis que le nouveau staff est rentré en liste, parce que je crois qu'il y a eu 3 matchs, on aurait peut-être espéré entre la qualification face à l'Algérie, peut-être plus de matchs pour que les équipes soient rodées. Les footballeurs savent que quelquefois, on dose un ballon par rapport au déplacement d'un joueur parce qu'on le connaît, parce qu'on a joué suffisamment avec lui. Comment est-ce que vous avez apprécié cette préparation-là? Merci de la question. Je suis content de faire l'émission avec vous. Nécessairement, l'évaluation, disons la vraie évaluation, elle sera faite par la FECAFOOT et le ministère des Sports. Oui. On doit préciser clairement même que si vos idées en tant qu'experts participent forcément à cette évaluation-là. Tout à fait, nous sommes d'accord. J'étais juste en train de dire que cette évaluation devrait être faite par la FECAFOOT et le ministère des Sports, qui est le ministère de tutelle, est rendu public pour que nous puissions nous abreuver à la source de cette évaluation. C'est important de le dire parce qu'il n'y a jamais de document similaire. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Il n'y a jamais eu de document similaire après peut-être des documents à usage interne dans les administrations. Peut-être, je dis bien peut-être, parce que au vu de la circulation des documents, au vu de la circulation des documents avec les réseaux sociaux, on aurait quand même eu des traces de quelques documents même internes concernant une évaluation du retour de la participation à soit une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations, soit une Coupe du Monde. Oui. Donc, depuis que le Cameroun participe à la Coupe du Monde, je crois, de 1982, si mes souvenirs sont bons, et nous n'avons pas vraiment vu de documents, mais nous avons quand même vu des actes comme l'adoption de la loi, du décret sur les lions notables, de 2014 et la loi de 72 après la canne foireuse de 1972. Nous avons pu voir des réactions de l'État à la suite des compétitions qui sont mal déroulées, mais nous n'avons pas vu, nous aurions aimé avoir des rapports de la participation à ces compétitions-là pour comprendre la réaction de l'État, pour avoir au moins des indications, pour pouvoir analyser et participer à un certain nombre de choses. Donc je disais cela d'entrée de jeu pour souhaiter qu'on puisse avoir, pour une fois, ce rapport-là, ce qui permet de le rendre public, ce qui permet, ou alors confirmer qu'il existe, ce qui permet aux dirigeants de pouvoir faire le même exercice auquel nous nous soumettons aujourd'hui. Surtout que les dirigeants se succèdent. Tout à fait. Il serait important qu'une équipe qui part laisse quand même une feuille de route, une espèce de questionnement, une espèce de réflexion sur une activité passée pour que les autres puissent avancer. Tout à fait, c'est dans l'ordre des choses et c'est dans l'ordre de la rationalité de comment les choses doivent se passer. Sinon, nous sommes dans un éternel recommencement. Surtout qu'effectivement, cette participation a quand même eu des bourgeons intéressants dans le sens positif qu'il faut essayer de capitaliser et même de cristalliser. En ce qui concerne la préparation maintenant, nous avons vu, vous l'avez très bien indiqué, qu'il y a eu des matchs de préparation contre des équipes qui semblaient à vue d'œil, la Corée du Sud, la Jamaïque, qui semblaient à vue d'œil ne pas correspondre au niveau de compétitivité de la Coupe du Monde.
Sauf qu'il y a eu, entre la fin des qualifications en février-mars et le début de la Coupe du Monde en décembre, novembre-décembre, qu'il y a eu la période FIFA. La seule période FIFA libre était la période FIFA d'octobre, qui permettait juste au pays d'avoir 1 ou 2 matchs, d'avoir une fenêtre d'une ou 2 semaines. Donc c'était assez compliqué donc d'avoir des sparring partners. Déjà, il y a un challenge d'avoir des sparring partners disponibles pour avoir des matchs de préparation. Il fallait s'y prendre un peu plus tôt. Est-ce un problème d'administration? Est-ce un problème de disponibilité des sparring partners? Nous ne pouvons pas répondre à cette question. Est-ce que c'était une stratégie de l'équipe technique de pouvoir juste avoir des matchs permettant d'avoir une idée de l'équipe? Ce n'est que l'équipe technique qui peut répondre à cela, sauf que nous pouvons voir que la préparation a quand même permis de mettre en place une équipe, parce que l'équipe qu'on a vue pendant les matchs de préparation, c'est l'équipe qu'on a vue jusqu'au premier match, quasiment, contre la Suisse, me semble-t-il, jusqu'au premier match contre la Suisse. Et ensuite, il y a eu un changement de système de jeu. Donc, les matchs de préparation ont permis effectivement à l'équipe technique de pouvoir préparer, ne serait-ce que c'est un chantier comme la défense ou l'attaque, chantier qu'ils ont maintenu pour le premier match. Donc, la préparation a été, au niveau technique, assez intéressante pour l'équipe en place. Maintenant, nous avons aussi vu, et ça, il faut le souligner, que pendant cette préparation, on a vu au niveau administratif que la fédération s'est occupée des différents problèmes qui minaient les préparations antérieures, aux compétitions antérieures, comme les problèmes de discipline, les problèmes de primes. Peut-être que nous reviendrons sur la discipline plus tard. Oui. Mais les problèmes de primes, nous n'avons pas vraiment vu des problèmes de primes. La cérémonie de remise des drapeaux s'est passée dans une ambiance assez acceptable et les Lions indomptables ont voyagé de manière transparente. On savait quand ils sont partis, il y a eu des photos, il y a eu une communication assez élaborée là-dessus, contrairement aux autres années, aux autres éditions où il y avait beaucoup de problèmes pour le départ, des problèmes d'avion, et ainsi de suite. Il faut saluer que la préparation, puisque c'est la première question, s'est passée sans anicroche. Au niveau africain, je crois quand même qu'il y a le coach du Sénégal qui avait proposé que les équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde fassent des entrecroisés pour pouvoir multiplier leurs chances pour ceux qui y croient d'aller plus loin dans la compétition. Comment est-ce que... Parce que je pose la question à la suite de la première, parce que on peut estimer quand même que 3 matchs pour préparer une Coupe du Monde comme celle-là, devoir rencontrer des équipes comme le Brésil, la Suisse, la Serbie, et pourrait être insuffisant. Peut-être que j'ajoute encore pour savoir, est-ce qu'en dehors des matchs amicaux prévus par la FIFA, des pays peuvent toujours s'organiser des matchs amicaux entre eux? Les pays peuvent s'organiser des matchs amicaux, mais dans le respect des périodes FIFA. Puisque de toute façon, on pouvait organiser des matchs amicaux, oui, mais il y a une période FIFA où les joueurs qui jouent dans des championnats professionnels reconnus par la FIFA peuvent être libérés ou pas. Oui. Le risque d'organiser des matchs en dehors des périodes FIFA, c'est que vous ne pouvez pas avoir les joueurs. Oui. Or, justement, l'objectif, c'est de pouvoir avoir des joueurs pour pouvoir préparer une stratégie, mettre en place une équipe qui va vous permettre de compétir. Donc, l'idée d'Aliou Cissé était bonne, mais c'était une idée qu'il fallait mettre en œuvre pendant la période non FIFA, pour que les équipes africaines puissent avoir une espèce de tournoi entre eux, se retrouver quelque part et pouvoir livrer des matchs. C'est intéressant, mais est-ce que c'est une idée qui va permettre d'augmenter la compétitivité des pays africains à quelques jours de la compétition? C'est toute une question, parce qu'en général, les équipes choisissent les pays qui ont le style de jeu de ceux qu'ils vont rencontrer dans leur poule, en général. C'est la tendance, la grande tendance. Donc, quand vous avez une équipe sud-américaine, une équipe européenne, une équipe asiatique, en général, vous choisissez les sparring partners qui ont les mêmes styles de jeu, les styles de jeu similaires à ces pays-là pour vous préparer à cela. Mais ça pose la question fondamentale, j'en profite pour dire que ça pose la question fondamentale de l'organisation des éliminatoires en Afrique. Parce que il faut que la CAF,
là, je jette juste cette idée à la mer, comme une bouteille à la mer. La CAF doit repenser le système de qualification pour augmenter la compétitivité des équipes africaines. Parce que dans le chapeau des équipes africaines, nous avons des équipes qu'on peut classer comme des équipes à caractère mondial, qui peuvent vraiment rivaliser avec les autres pays. Mais nous avons aussi des équipes, disons, à la traîne ou sous-côté, qui font que les équipes africaines de calibre mondial sont peut-être 8 ou 10. Et avec les autres 54 pays, vous vous rendez compte que nous avons des poules où il y a toujours 2 ou 3 de ces pays-là qui rencontrent des équipes dont la compétitivité n'est pas avérée. Oui. Contrairement à l'Europe, contrairement en Amérique où les poules sont constituées de pays avec un fort degré de compétitivité. Ce qui fait que les pays africains en arrivant à la Coupe du Monde auront joué dans les éliminatoires peut-être 2 ou 3 matchs de niveau Coupe du Monde. Oui. Et 7 ou 8 matchs de niveau inférieur. Donc, ça rejaillit sur la compétitivité. Il faut vraiment repenser ce système, mettre les systèmes de chapeau, faire en sorte que pour la nouvelle redistribution que la FIFA a organisée, avec le congrès de la FIFA a permis que maintenant les pays africains aient 9 représentants pour cette nouveau format de la Coupe du Monde. Il faudrait aussi que la CAF repense le système d'éliminatoire pour augmenter la compétitivité des pays africains. Il faudra certainement que nous organisions une émission sur la participation des équipes africaines, parce qu'on peut aussi relever que les équipes africaines ne sont pas toujours en compétition dans le cadre africain, autant que les équipes occidentales, par exemple, pour pouvoir se retrouver, jouer suffisamment ensemble pour pouvoir être compétitives autant que les Occidentaux. Parce qu'eux, ils partagent déjà les mêmes championnats, ils ont de manière très régulière des moments où ils se rencontrent, et peut-être ça aussi, ça participe de la solidité de leurs équipes. Tout à fait, c'est un champ intéressant. Oui. L'émission que vous allez organiser sur les équipes africaines nous permettra nécessairement de développer les idées que nous avons sur cette question. Sur l'organisation administrative, vous avez déjà relevé la cérémonie du drapeau, de la remise du drapeau. C'est bien passé. Comment est-ce qu'on peut apprécier la participation, le rapport qu'il y a eu entre l'État du Cameroun et... Je pense que pour une fois, oui, on peut féliciter l'État et la FECAFOOT, pour une fois. Je pense que nous n'avons eu rien à déceler en termes de tension, en termes de rivalité, de friction. Il n'y a pas eu de problème de prime. Tout s'est réglé de manière transparente. Je pense que le président de la fédération a même fait une sortie publique pour justifier ou s'expliquer sur un certain nombre de choses. L'a-t-il réussi ou pas? C'est pas à moi de le dire, mais il est à noter et à saluer que contrairement à d'autres fois où nous sommes allés en Coupe du Monde, il y a quand même eu cet effort de communication de la part de la FECAFOOT. Ça, il faut le relever. Le ministère des Sports est visiblement resté en retrait, mais en travaillant dans l'ombre pour faciliter un certain nombre de choses. Nous n'avons pas eu de problème de délégation pléthorique du ministère ou de plaintes, de réunions exagérées, de réunions à des heures. Je crois qu'il y a eu toute la litanie de ce que les auteurs ont écrit sur les Lions indomptables, les différentes participations, tous les différents livres qui sont sortis, qui décriaient un certain nombre de choses. Je pense que cette fois-ci, nous n'avons pas eu vent de cela. Au contraire, nous avons eu, au niveau de la FECAFOOT, une organisation de la participation des supporters, des influenceurs. Je pense que nous avons vu un certain nombre de personnes présentes là-bas dans le cadre de l'encouragement aux Lions indomptables. Nous avons eu effectivement la fédération qui s'est associée avec le ministère de l'économie et des finances, l'agence de la promotion des investissements, pour, en marge de cette Coupe du Monde, faire en sorte que l'image du Cameroun, les sociétés camerounaises puissent avoir des opportunités d'affaires. En marge de cela, il y avait effectivement non seulement des opportunités d'affaires, mais aussi un espace culturel que le ministère de la Culture, avec la FECAFOOT, ont essayé d'animer. Donc c'est une participation assez intéressante, avec le fait que le président de la République s'est fait représenter
par le ministre secrétaire général à la présidence de la République pour le premier match du Cameroun, ne serait-ce que cela. Donc il y avait une organisation harmonieuse entre le ministère des Sports et la FECAFOOT qu'il faut saluer et espérer que cela se pérennise dans le temps. Ok. Est-ce qu'on peut, on doit certainement espérer que cela continue de cette manière et mais je note quand même que les Camerounais auraient peut-être se seraient attendus à ce qu'il y ait une conférence de presse au moins après la sélection des joueurs pour expliquer. Vous connaissez bien qu'il y a eu quelques problèmes sur pourquoi est-ce qu'on a pris tel, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris tel autre là. Peut-être qu'il a manqué à ce moment, vous parlez de communication, peut-être qu'il a manqué une communication. Bon, pour la sélection des joueurs, je pense que c'est le coach qui est responsable de cette sélection des joueurs. Je pense qu'il a lu la liste des joueurs sélectionnés. Il y a eu certes quelques problèmes de communication à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est au coach qu'il faut imputer ces problèmes ou à la fédération, mais de toute façon, il a lu une liste de joueurs. Je pense que devant les journalistes, il a expliqué ses choix. Les journalistes et lui, à ce moment-là, pouvaient ne pas être d'accord, mais il savait qu'il y a quand même eu une conférence de presse pour annoncer la liste, expliquer. Et bien entendu, comme dans toute sélection, il y a toujours eu des gens qui n'étaient pas d'accord avec les choix du coach et qui l'ont exprimé de manière claire pour certains joueurs ou alors pour certaines explications qui semblaient ne pas être suffisantes. Mais je pense qu'il y a eu une communication du coach, il y a eu une conférence de presse du coach Rigobert Song Bahanac. Maintenant que la Coupe du Monde est terminée, est-ce que vous avez l'impression, comme beaucoup de Camerounais, que cette poule, tout au moins, était prenable? Que les Camerounais auraient pu s'en sortir? Bon, on a battu le Brésil au dernier match. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment le sentiment qu'on avait peut-être surestimé la poule et que le Cameroun était à la hauteur de cette compétition? Je crois que tout dépend de la philosophie et les objectifs qui ont été assignés à l'équipe et les capacités compétitives de l'équipe. Je crois qu'on peut faire les analyses après coup, mais il faut se mettre dans la peau du coach et de l'équipe que le coach a en main. C'est une équipe, il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est une équipe qui sort d'une Coupe d'Afrique des Nations où par le jeu, cette équipe n'a pas brillé par le jeu, mais cette équipe a obtenu les résultats au bout du fighting spirit légendaire qu'il y a au Cameroun. Donc, ce n'est pas une équipe qui, en termes de talent, en termes de joueurs, dans des clubs UP du monde, une équipe où il y a 23 joueurs ou 30 joueurs qui jouent des matchs de Champions League chaque semaine, dans des plus grands clubs, dans des clubs où il y a une concurrence exacerbée, où ils écrasent la concurrence. On n'est pas dans ce type d'équipe. Nous sommes avec une équipe de joueurs moyens, de joueurs qui sont pour beaucoup remplaçants dans leur club, qui sont pour beaucoup dans des clubs de seconde zone. Donc voilà, c'est avec cette équipe que nous nous qualifions après le match contre l'Algérie à Blida. C'est avec cette équipe, et il faut souligner l'état d'esprit, c'est le fighting spirit que cette équipe a effectivement, et c'est sur ce fighting spirit que l'équipe technique bâtit cette équipe. Donc vous avez souligné tout à l'heure les matchs de préparation. Je pense que maintenant, en y réfléchissant, on peut comprendre pourquoi il y a eu ce choix des matchs de préparation avec des équipes entre guillemets moyennes, pas trop fortes, pour ne pas saper ce fighting spirit qui effectivement s'est révélé à la Coupe du Monde un peu plus tard. Le premier match des Lions indomptables contre la Suisse, nous nous sommes rendus compte que les joueurs non seulement étaient frileux, mais l'équipe technique aussi a peut-être aussi été frileuse parce que la Suisse était considérée comme une équipe de calibre supérieur par rapport aux Lions indomptables. Donc nécessairement, peut-être, il y avait la crainte d'avoir un score fleuve et qu'effectivement, il fallait d'abord défendre pour garder toutes ses chances. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on peut se questionner sur les choix tactiques d'être mené
rapidement et d'avoir 45 minutes, de ne pas avoir fait des choix audacieux pour pouvoir retourner la situation. Tout comme au deuxième match, on peut regretter voilà, les réactions à contre-coup pour la Serbie et ne pas avoir effectivement dès le départ mis en place une équipe ambitieuse. On peut le regretter, mais il revient que la Serbie, c'est aussi une équipe qui, dans le ranking FIFA et tout, est supérieur au Cameroun, était supérieur au Cameroun à l'époque, et qui, effectivement, n'était pas prenable. Maintenant, pour le match contre le Brésil, on se rend effectivement compte que le Cameroun a joué décomplexé, a joué avec le fighting spirit dont je parlais, et que cette victoire, contrairement à ce que beaucoup veulent penser, qu'il ne faut pas la minimiser, parce que les joueurs camerounais, en valeur intrinsèque, en valeur marchande, au niveau des clubs, au niveau des compétitions auxquelles ils participent, étaient inférieurs aux joueurs brésiliens, même si c'était l'équipe B du Brésil. Non, il n'y a pas de joueurs camerounais qui jouent à Chelsea, qui jouent à Manchester City, me semble-t-il, qui jouent à Manchester United, dans tous les majors, les clubs majors actuellement. Dans l'équipe du Brésil, l'équipe B du Brésil, il y en avait. Et il faut quand même savoir que le Cameroun a battu un Brésil avec une valeur marchande supérieure, 10 fois supérieure à l'équipe du Cameroun. Donc il ne faut pas minimiser cette victoire-là. Il faut vraiment la mettre au crédit de l'équipe technique qui s'est ajustée autour du tournoi. Ça, il faut vraiment apprécier cet ajustement technique autour du tournoi et apprécier qu'effectivement, le Cameroun est entré dans le match contre le Brésil pour le gagner. Bien entendu, il peut avoir des regrets, nous sommes d'accord. Il peut avoir des regrets après coup, mais au vu de ce que je viens de dire, il faut aussi comprendre que l'approche de la compétition se faisait match après match et la réalité de l'équipe ne permettait pas vraiment au coach de venir avec les idées de faire le jeu contre la Suisse et de dominer et de pouvoir gagner contre la Suisse, même si les sélections de l'équipe des 23, la liste des 23, laissaient penser, avec beaucoup plus d'attaquants, beaucoup plus de milieux de terrain, moins de défenseurs, laissaient penser quand même qu'on allait aller faire le jeu. Il y a eu beaucoup de bruit après le but d'Embolo, le Camerounais. Tout à fait. Quelles leçons vous tirez, sans rentrer dans le populisme, quelles leçons on peut en tirer en tant qu'État cette fois-là? Oui, en tant qu'État, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que le sport est un grand marché et qu'effectivement, il faut pour chaque État avoir une pratique sélective et stratégique de la nationalité et de la gestion de ses talents. Nous ne pouvons pas tout faire en tant qu'État, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir qu'il y a un Camerounais qui est dans un pays, qui est né dans un pays, qui est né de parents camerounais et de pouvoir, qui bénéficie de toutes les structures de formation de ce pays-là et arriver à l'extirper de ce lien. Mais on peut, à partir de ceux dont nous avons la charge ici au Cameroun, on peut mettre en place une politique permettant effectivement de faire la veille et de faire le contrôle des talents. Ça nécessite des moyens, mais en même temps, ce genre de choses arrivera toujours à cause de ce qu'on appelle la nationalité sportive. Parce que la communauté sportive aujourd'hui, si vous estimez que vous ne pouvez pas jouer dans votre sélection nationale, vous êtes capable de prendre une autre nationalité. Et là, ce n'est pas le fait de l'État, c'est aussi le fait des règles sportives, des règles de la communauté sportive, malheureusement. Qui facilite l'insertion des uns et des autres dans l'équipe de leur choix. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, parlons un peu de la discipline interne dans l'équipe. On a vu, il semble que le gardien qui avait été titularisé est parti peut-être avant la fin de la compétition. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les médias n'exacerbent pas un peu et créent des tensions autour des équipes nationales? Parce qu'on parle du cas du Cameroun, on peut aussi parler des autres équipes. Du cas de la Belgique. Ne sont pas passées, voilà, de la Belgique. Les tensions ne sont pas qu'une affaire camerounaise, mais parlons... Du cas de la France. Oui, du cas de la France. Mais parlons du cas camerounais, de la discipline. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la communication autour de nos équipes nationales n'est pas un peu transpercée, voilà. Je pense que vous avez touché le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est effectivement
que pour tous ceux qui ont flirté avec le monde sportif, ils savent très bien que ce qui se passe, il y a ce qu'on appelle le secret des vestiaires. Ce qui se passe dans les vestiaires, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de maintenir le secret des vestiaires. Je pense que vous avez parlé du Cameroun. Il faut élargir pour que ce ne soit, certes, l'émission est sur le Cameroun, mais il faut élargir pour comprendre que c'est un phénomène. Nous avons la France, il y a des choses qui sortent déjà, mais qui ne sortaient pas avant. Il y a la Belgique pendant la compétition. Des choses sortaient, des informations sur des échanges ou véhéments ou quasi bagarres. Je n'en sais pas plus, mais je lis aussi la presse comme vous. Donc, je crois qu'il y a un traitement qui a été exacerbé. Comme toujours d'ailleurs quand ça concerne l'équipe nationale de football. Je pense que dans vos différentes émissions, vous en parlez énormément sur le rôle de cette presse. Effectivement, il y a eu une divergence entre un joueur et le coach. Et effectivement, les informations montrent très bien que le joueur a été mis de côté pour des questions disciplinaires et que, voilà, il n'y a pas eu de contestation de l'autorité du coach. Je pense que c'est ce qu'on doit simplement saluer. Maintenant, nous voyons les développements qui ont lieu après, qui sont très loin de l'acte qui a été posé. Il faut simplement que tout le monde revienne à la raison et que tout le monde se demande si, quand un responsable est en charge d'un groupe et qu'il se met dans une situation où il y a un membre du groupe qui conteste son autorité, est-ce que c'est le membre du groupe qu'il faut écouter ou c'est le responsable? Je pense que c'est quelque chose qui doit se mettre dans l'ordre de la culture sportive et des coutumes dans le domaine sportif. Dans le domaine sportif, on sait très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, il y a le cas Benzema en France. Il y a d'autres cas. Le cas Benzema, pas sur sa suspension, mais sur cette Coupe du Monde, où l'équipe médicale a décidé de quelque chose avec le staff, alors qu'on se rend compte qu'on aurait pu se comporter différemment. Voilà, mais il revient à la fin dans le monde sportif qu'il y a ceux qui doivent prendre la décision pour l'intérêt du groupe. Et à l'intérêt du groupe, il y a la cohésion du groupe dont nous ne sommes pas responsables. Des décisions sont prises contre des joueurs en faveur du groupe, en faveur de la cohésion du groupe. Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passait au jour le jour dans cette équipe. Nous ne pouvons pas savoir comment le groupe vivait. Nous ne pouvons pas avoir tous ces détails. Mais ce que nous pouvons dire, c'est simplement que toutes les décisions sont prises dans le cadre du groupe, de la cohésion du groupe et du bien-être du groupe. Notre club de Combo, dans une situation comme celle-là, on est en compétition. Supposons on est sur un champ de guerre. Est-ce qu'on suspend l'individu pour mettre en péril l'avenir de l'équipe pour cette compétition-là? Ou alors, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à un coach, à un président de fédération à ce moment? Est-ce qu'il continue la compétition tant qu'il peut assumer sa responsabilité? Ou alors, à ce moment, voilà, est-ce qu'il n'y a pas... quelle est l'éthique qui conduit dans ce type de cas? Je pense qu'il faut revenir sur ce qui s'est passé. De manière claire. Il n'a pas été suspendu. Il a été mis à l'écart du groupe. Je crois que c'est assez clair que c'est lui qui a décidé de partir. Il en a le droit. Il en a le droit, il a été sélectionné, il a décidé de partir. Puisque quand on sélectionne un joueur, il faut savoir que quand une équipe nationale sélectionne un joueur, l'équipe nationale s'adresse à la fédération ou le joueur, à la fédération détentrice des licences de l'équipe où le joueur joue. Donc en fait, l'équipe nationale n'a pas de joueur. Le joueur n'appartient pas à l'équipe nationale, le joueur appartient au club. Donc le club demande à l'équipe nationale demande au club de mettre le joueur à sa disposition. À partir du moment où le joueur est à sa disposition, le joueur peut décider par lui-même de quitter la compétition ou de ne pas venir. Il y a des règles de la FIFA qui s'appliquent à ce niveau-là. Maintenant, si l'équipe nationale estime que le joueur ne peut plus faire partie de la compétition, l'équipe doit signaler à la fédération et au club que voilà, le joueur qui est mis à notre disposition, nous n'en avons plus besoin. Nous vous le remettons pour telle raison. Puisque si la compétition continue toujours, ou si la compétition est terminée. D'ailleurs, quand la compétition se termine, c'est toujours l'équipe nationale qui, comme là, le cas de l'Argentine, après une victoire,
qui écrit au club pour dire nous avons besoin que le joueur reste jusqu'à telle date parce qu'il y a telle activités, cérémonies auxquelles il doit participer. Donc, le joueur a décidé tout seul de rentrer. Je ne pense pas qu'il y a eu un acte de suspension du joueur. Non, je pense que la fédération a communiqué plutôt sur la mise à l'écart du joueur. Il a été mis à l'écart pour des raisons disciplinaires, avait-on lu. Le joueur n'a pas été exclu de la compétition, non. Il n'a pas été exclu. La preuve, c'est que le match qui suivait, il était, bien entendu, avec ses camarades. Même s'il était à la tribune, il était avec ses camarades. Donc, il n'y a pas de décision spécifique à donner. Il y a simplement que dans la vie du groupe, dans la vie sportive, il y a la cohésion du groupe, il y a la vie du groupe, et c'est le responsable qui en est le garant. Et il prend toutes les décisions qui lui semblent nécessaires pour préserver la cohésion et la vie du groupe. Okay. Maintenant, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Parlons des perspectives pour sortir de notre entretien. En ce qui concerne les perspectives, je crois que c'est une coupe du Monde qui a donné des garanties au Cameroun. Des garanties en termes d'organisation de la Coupe du Monde, en termes d'encadrement des participants côté Cameroun dans la Coupe du Monde, en termes de rapport de relation entre le ministère et la fédération. Je pense que et enfin, en termes de compétitivité, c'est une Coupe du Monde où on a quand même pu avoir une équipe, un semblant d'équipe qui se dégage. Au-delà des petites hésitations et des chupitures, nous avons quand même une équipe, un socle qui s'est dégagé. C'est ces éléments-là qu'il faut pérenniser pour les échéances qui arrivent, comme la Coupe d'Afrique et la prochaine Coupe du Monde. Et c'est la raison pour laquelle faire effectivement une évaluation de cette Coupe du Monde, un rapport, que ce soit à la Fédération camerounaise de football ou alors au niveau du MINSEP, il faut prendre l'initiative de faire effectivement une évaluation publique ou qu'on pourra partager au public pour voir les points sur lesquels on a bien fait les choses et des points sur lesquels on peut améliorer, voilà, pour les prochains événements. Merci infiniment, Dr Claude Bekombo. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, disons-nous à très bientôt sur Africa TV.